Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme vous le voyez encore en arrière-plan, nous serons dans les actualités du Covid-19. Avec un impact déjà saisissant sur l'économie mondiale, tout le monde voit venir les lendemains sombres de cette pandémie. Une perspective qui appelle une démarche proactive et c'est le sens du plan de résilience économique et sociale initié par le président de la République Macky Sall, le chef de l'État qui l'a largement détaillé d'ailleurs lors de son message à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance le 4 avril. Parmi les secteurs impactés, évidemment, on peut noter le tourisme et les transports aériens et le ministre en charge de ce département est notre invité ce dimanche 5 avril 2020. Alioune Sarr, bonjour. Bonjour Omar et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Sur les 222 cas répertoriés à ce jour, nous sommes à 137 patients sous traitement, 82 guéris, 2 décès. Et ce dimanche, 3 cas sont testés positifs sur les 92 testés. Comment voyez-vous d'abord le tableau? Je voudrais tout d'abord, Omar, si vous le permettez, dans ce moment de gravité où notre pays est en guerre contre un ennemi invisible qui est le Covid-19, rendre un hommage particulier à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais qui ont fait nation autour du chef de l'État, le président Macky Sall, pour faire face, combattre et vaincre le Covid-19. Et en particulier, notre corps médical. Et les résultats que vous avez indiqués tout à l'heure montrent simplement le travail excellent que nos experts en santé publique, autour du ministre en charge de la santé et de l'action sociale, sont en train de réaliser dans les centres, dans les instituts, mais également sur le terrain, dans la sensibilisation, mais également dans l'action. Rappelez également à nos concitoyens, les mesures qui nous sont édictées par les experts en santé publique, ce sont des mesures de confinement qui leur permettent justement de rendre le dispositif de protection et de lutte beaucoup plus étanche, mais aussi c'est la distanciation sociale qui permet justement de garder des distances de sécurité pour éviter justement la contamination. Mais enfin, c'est tous les gestes barrières qui permettent justement à ce que nous puissions adopter des règles de santé et d'hygiène individuelles et collectives pour faire face à cette pandémie. Je pense que le Sénégal aujourd'hui est dans une bonne dynamique. Nous devons tous, gouvernement comme citoyens, prendre des mesures pour justement endiguer ce fléau pour que notre système de santé ne soit pas dépassé. Parce que si nous regardons justement les pays qui sont souvent beaucoup plus puissants que le Sénégal sur le plan économique, le problème qu'ils ont eu, c'est qu'à un moment donné, le système de santé a été débordé par la pandémie. Et ça, en le faisant, c'est en respectant justement ces règles qui sont édictées par le corps médical que nous pourrons arriver. Je voudrais vraiment, encore une fois de plus, encourager chacun, mais surtout à respecter ces règles qui nous permettront de venir à bout de cette pandémie. D'accord. Alors, tout en prenant en compte, évidemment, l'évolution de la situation, on l'a vu, le président de la République, sur le fondement de la loi d'habilitation qui a été votée à l'Assemblée nationale, a pris la mesure qui consiste à proroger l'état d'urgence et le couvre-feu. Mieux, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un plan de résilience économique et sociale qu'il a initié pour faire face. Comment apprécier la gestion de cette pandémie dans son ensemble chez nous, dans notre pays? Je crois, Omar, si nous regardons la gravité de la situation dans certains pays et dans le monde en général, nous devons tous comprendre, chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais, que la rigidité et la rigueur des règles qui sont édictées aujourd'hui, que ce soit le couvre-feu, que ce soit l'état d'urgence, que ce soit les mécanismes de confinement, nous devons les accepter et savoir que ces règles sont à la hauteur de la gravité de la situation. C'est la raison pour laquelle, justement, votre question qui est relative aux dispositions qui sont prises par le chef de l'État me paraissent extrêmement importantes. Vous savez, Omar, quand vous êtes dans un environnement comme le secteur du tourisme et des transports aériens, et qu'une des mesures qui a été recommandée par nos experts en santé publique, qui est justement de couper les interactions entre notre pays et certains pays où le foyer de l'épidémie s'est avéré. La fermeture des nous a justement poussé, sur un chef de l'État, à suspendre les lignes aériennes entre le Sénégal et un certain nombre de pays. Naturellement, en prenant cette décision donc, de suspension de lignes aériennes, ça arrête beaucoup d'activités, et notamment les activités touristiques. C'est la raison pour laquelle le monde du tourisme et du transport aérien a accueilli très favorablement le message du chef de l'État
C'est un message qui rassure, qui montre simplement que l'État est à côté donc, de ses travailleurs et à côté également de ses entreprises. Et le chef d'État l'a dit, le gouvernement du Sénégal n'abandonnera pas ses entreprises, n'abandonnera pas ses salariés. Oui. Et je crois que ces propositions qui ont été faites par le chef de l'État concernant le monde spécifique de l'entreprise sont extrêmement salutaires. Parce que vous savez, Omar, quand vous avez une PME qui a des difficultés pour accéder au financement, pour améliorer sa capacité à recruter, à créer des emplois, mais aussi pour améliorer sa capacité à pouvoir, on va dire, créer des richesses, mais également améliorer sa compétitivité sur le marché. Naturellement, quand des dispositions sont prises, comme celle qui consiste à mettre une ligne de 200 milliards de financement dans des conditions allégées pour les PME-PMI, c'est quelque chose d'extrêmement important, puis c'est un facteur macroéconomique qui améliore la compétitivité des entreprises. D'accord. Et je crois que ce sont des éléments qui me paraissent extrêmement importants. Et si vous le permettez, on pourra vraiment les approfondir pour les entreprises. Oui, mais mesurons d'abord l'impact. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, les transports aériens ont été considérablement affectés par le Covid-19. Absolument. Si on prend l'exemple, bien sûr, on était en face d'un hub qui était en développement, une compagnie aérienne qui avait fini de prendre son envol. Finalement, comment est-ce qu'on peut mesurer tout cela? Omar, le Covid-19, dans les estimations qui ont été faites par le comité national que nous avons mis en place avec les experts qui s'occupent de la question, ont montré que Air Sénégal, si la crise dure 3 mois, va perdre 19 milliards de chiffre d'affaires. L'agence qui s'occupe de l'aviation civile, l'ANACIM, va perdre quasiment 2 milliards sur les recettes puisqu'elle collectait les redevances, on va dire, aéronautiques au niveau donc, de l'aéroport. La haute autorité qui s'occupe de la sûreté de l'aéroport, puisque nous avons une redevance également de sûreté, va quasiment perdre plus de 1 milliard. Donc si vous prenez tous les segments aujourd'hui qui travaillent au développement aéroportuaire au Sénégal, il y a un impact qui est là, qui est extrêmement important. La société qui gère l'exploitation de l'aéroport, qui est l'AS, va perdre 6 milliards de chiffre d'affaires, puisque quand il n'y a plus d'avions, il n'y a plus naturellement de taxes aéroportuaires. Même la SEGNA, qui aujourd'hui collecte les redevances d'atterrissage, de balisage également, va perdre un certain nombre donc, de son activité. Donc, sur le transport aérien, l'impact il est là. Si vous prenez le tourisme, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'ANSD, a mesuré que si la crise dure 3 mois, le tourisme va perdre 147 milliards de chiffre d'affaires. Et notamment, ce sont les secteurs de la restauration qui vont perdre 56 milliards et de l'hébergement qui vont perdre quasiment 51 milliards. Donc, si vous prenez également les services de voyage, les agences de voyage qui sont aujourd'hui fermées, c'est plus de 5 milliards de pertes de revenus. Donc cela veut dire simplement qu'il y a un impact qui est là extrêmement fort sur ces secteurs-là. Et je voudrais, si vous le permettez, Omar, rendre hommage à ces travailleurs, comme l'a fait le chef d'État d'ailleurs, mais surtout ceux du secteur touristique et du transport aérien, qui aujourd'hui font montre d'une très grande dignité, mais surtout qui sont mobilisés autour justement de cette lutte. Si vous prenez aujourd'hui les hôtels, il y a des hôtels qui sont réquisitionnés aujourd'hui pour justement accueillir des contacts. Et ils l'ont fait dans des conditions quasiment de sacerdoce. Donc je voulais vraiment, encore une fois, profiter de cette occasion pour leur rendre hommage, leur rappeler que le chef de l'État sera à leur côté et naturellement tous les moyens seront mis en œuvre pour que ces dispositifs qui sont mis en place, qu'ils puissent les bénéficier dans de très bonnes conditions. D'accord. On s'arrête un peu sur la fermeture des frontières aériennes, étant entendu que, bon, évidemment, l'activité aéroportuaire n'est pas totalement arrêtée, puisqu'il y a encore des vols, si je comprends bien, qui sont permis. Lesquels précisément? Dans des situations comme celle-ci, il y a des vols qui sont autorisés. Tout d'abord, les vols d'évacuation sanitaire. Quand vous avez un malade qui doit être évacué, ces vols ne sont pas concernés par la suspension de fermeture de ligne. Vous avez également les vols cargo. Des cargos de marchandises qui amènent des médicaments ou des produits spécifiques ne sont pas également concernés. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les vols ferry. Ce sont des vols spécifiques qui sont affrétés par des États pour rapatrier leurs compatriotes. Donc, ce sont les 3 vols qui existent. Vous avez vu récemment qu'il y a un vol donc, de la Ethiopians qui a amené du matériel médical de Chine au Sénégal pour appuyer justement la lutte donc, du ministère de la Santé contre le Covid-19. Donc, ces vols, naturellement, sont des vols indispensables à l'activité et ils continuent donc à se faire dans aucune difficulté. Récemment, le ministre de la Santé, d'ailleurs, parlait des vols de la compagnie Air Sénégal, notamment, lorsqu'il s'agit, si c'est le cas, en tout cas, d'aller chercher voilà,
des médicaments Absolument. ou autres, voilà. Absolument, puisque dans une guerre, il faut approvisionner également les troupes, approvisionner également la nation. Et donc, naturellement, il y a des choses qui ne peuvent pas s'arrêter puisque le pays continue à vivre, le pays continue à fonctionner. Et donc, il y a des vols qui sont encore autorisés justement pour répondre à cet impératif d'indispensabilité, on va dire, de certaines fonctions cruciales au fonctionnement de l'État et naturellement de fourniture de la population. Vous avez touché tout à l'heure le secteur du tourisme. C'est vrai, c'est un secteur qui était encore en train de se relancer. En 2016, le Sénégal avait accueilli ce qu'on appelle le tourisme récepteur, 1 50 000 touristes. En fin 2018, c'était 1 400 000 touristes et en 2019, c'était autour de 1 600 000. Donc, c'est quasiment plus de 32% de croissance que nous avons constaté dans ce secteur. Et en même temps, vous avez également le tourisme intérieur qui a pris de l'envol. En 2016, ils étaient autour de 400 000 de nos compatriotes qui fréquentaient les sites touristiques. Et en 2018, c'était quasiment plus de 671 000. Donc, quasiment également une progression assez intéressante. Alors, cela veut dire simplement que, comme vous l'avez dit, le secteur touristique était dans un envol extrêmement positif. Vous demandez aujourd'hui les hôteliers, la plupart m'ont dit la dernière fois quand je les ai reçus, Monsieur le ministre, au mois de janvier, nous étions à des taux de remplissage de 85%. C'est comme on dit des personnes comme MSN, comme Racine Sy, comme Mamadou Sow. Donc, ça veut dire qu'on était dans une très bonne dynamique. Si vous prenez également le transport aérien, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Air Sénégal avait fini justement de conquérir l'Afrique de l'Ouest. Quasiment toutes les capitales au niveau de la CEDEAO étaient aujourd'hui desservies par Air Sénégal. Et Air Sénégal également était à l'intercontinental au niveau de Paris, de Genève, de Londres, mais également de Marseille, de Barcelone. Et à la fin de l'année, Air Sénégal devait aller justement au niveau des États-Unis. Donc tout ça pour montrer simplement que la compagnie était dans une excellente dynamique. Au-delà des investissements massifs qui ont été donc faits dans la compagnie, avec naturellement l'acquisition de A330 Neo, mais aussi la commande de 8 Airbus A220 pour 2021. Donc, on était dans une dynamique justement de construction du hub du Sénégal qui était extrêmement avancée, mais aussi de relance du secteur touristique. C'est la raison pour laquelle justement cette crise qui est là doit être non seulement neutralisée, vaincue, mais surtout relancer l'économie. Et c'est la raison pour laquelle les mesures du chef de l'État sont extrêmement importantes pour permettre justement de maintenir l'outil de production, qui sont les entreprises, mais aussi maintenir les emplois. Donc, c'est deux leviers sur lesquels justement ces mesures arrivent. Maintenir l'outil de production, il faut que l'ensemble des hôtels soient maintenus, mais également dans le secteur hôtelier, transport aérien, mais aussi dans d'autres secteurs comme la culture, comme également le sport, puisqu'il y a beaucoup de tourisme dans le secteur du sport. Donc, maintenir l'outil de travail, mais aussi maintenir également les emplois. Une enveloppe de 100 milliards sera spécifiquement dédiée à l'appui direct des secteurs de l'économie les plus durement touchés par la crise, notamment les transports, l'hôtellerie, mais aussi l'agriculture. Je suis dans un repère du discours du président Macky Sall. Ce sont donc des mesures importantes, des mesures fiscales et douanières aussi sont prévues. Comment vous, concrètement, vous allez traduire en actes ces annonces, ces mesures du président de la République? Oui, vous savez que le chef de l'État a mis en place par décret un comité justement de pilotage qui va gérer le programme Force Covid-19, qu'il préside avec un comité technique qui est présidé par le ministère en charge donc des Finances et du Budget, dans lequel justement les ministères sectoriels sont, pour que justement les plans de résilience qui sont proposés, puisque vous savez que le ministère en charge du tourisme et du transport aérien a soumis au chef de l'État un plan de résilience du secteur qui justement estime les pertes qui sont aujourd'hui notées dans le secteur du tourisme, mais également dans le secteur du transport aérien. Si vous prenez les 100 milliards dont vous avez fait montre et que le chef d'État a évoqué donc, dans son discours, vous prenez aujourd'hui une société comme l'AS qui exploite l'aéroport. S'il n'est pas soutenu dans un mois, elle aura du mal à payer ses salaires. Donc, la proposition justement du chef de l'État, ça sera de soutenir ces secteurs stratégiques pour l'économie et naturellement qu'il faudra protéger. Si vous prenez également des entreprises comme la restauration, avec le couvre-feu, la plupart des restaurants ferment le soir. Et donc, naturellement, ils auront besoin d'accéder à un financement souple qui leur permettra non seulement d'améliorer leur approvisionnement, mais aussi de renforcer l'outil de production. Et donc, cette injection de 100 milliards dans l'économie permettra justement à nos entreprises, souvent des PME, de pouvoir relancer leur activité, mais surtout se positionner pour la relance du futur. Mais si vous ajoutez également l'autre proposition du chef de l'État, qui est de 200 milliards pour le financement, pour justement mobiliser le système bancaire, pour que l'ensemble des PME des secteurs sinistrés puissent accéder au financement dans des conditions souples, c'est également une excellente nouvelle, puisque vous savez que ces PME, la grosse difficulté qu'ils ont, c'est l'accès au financement. Et je crois que c'est l'occasion pour moi, Omar, vraiment de lancer un appel également au secteur bancaire,
qui doit vraiment jouer le jeu. Je pense que quand l'État mobilise autant d'argent pour l'injecter dans l'économie, le secteur bancaire également doit être accompagné. Et il faut saluer aujourd'hui la position de la Banque centrale, qui a réduit son taux directeur, mais également qui a pris des mesures pour accompagner le financement, mais également la disponibilité de la trésorerie dans l'économie. Je crois que nous sommes dans une période de guerre, et une période de guerre, chaque acteur doit comprendre qu'il a une partition à jouer. Et naturellement, si nous ne gagnons pas cette guerre, personne ne survivra. Et donc c'est pourquoi pour moi le secteur bancaire, quand, en tout cas dans le secteur du tourisme, on mettra 10 milliards, par exemple pour le crédit hôtelier, moi j'attends à ce que le secteur bancaire multiplie ces 10 milliards par X, voire 5, voire 6, qui nous donnera 50, 100, 200 milliards. Puisque c'est dans le développement de l'entreprise que nous doit jouer son rôle d'accompagnement. Elle doit jouer son rôle d'accompagnement dans le financement de l'économie. Absolument. Oui. Et vraiment, dans des procédures allégées, puisque quand même on ne peut pas aussi attendre des mois de procédure d'analyse. Et je crois que quand l'État arrive justement à mettre de l'argent pour mitiguer par exemple les risques, arriver justement à ce que le risque bancaire soit en partie supporté par l'État, par l'injection d'autant d'argent, je crois que chaque partie doit jouer son rôle. Oui. Mais également au niveau des entreprises, je crois vraiment qu'il faut insister sur le fait que la position du gouvernement et la position du chef de l'État, c'est que l'outil de production soit non seulement préservé, mais aussi qu'elle soit là au moment de la relance économique. Et je crois que maintenir les employés, maintenir les salariés, maintenir les emplois, c'est également un avantage pour les entreprises, puisque quand vous allez relancer la compétition face à la concurrence, vous aurez besoin de personnel justement aguerris, formés, qui connaissent déjà la maison. Et donc je crois que c'est de la situation. Voilà, c'est un jeu vraiment gagnant, gagnant pour les entreprises, et l'État les accompagne justement pour qu'ils puissent le faire dans de très bonnes conditions. Mais Omar, vous avez également peut-être oublié de noter un élément très important dans le discours du chef de l'État, concerne la question des taxes et de la fiscalité. C'est ça. Quand l'État décide justement de faire un report de la TVA. Vous savez que la TVA, c'est une taxe collectée par l'entreprise au profit de l'État, mais à laquelle cette taxe, l'entreprise déduit la TVA qu'elle a payée pour acheter des intrants, acheter des matières premières, acheter des intrants industriels, etc. Et vous savez que c'est une trésorerie. Donc, quand l'État justement décide de différer le paiement de la TVA, c'est également de la trésorerie qui est injectée dans l'entreprise pour lui permettre justement de faire face à ses charges. Mais c'est aussi tout le différé justement du paiement des impôts au 31 décembre 2019, qui sont également des éléments extrêmement importants qui permettront justement aux entreprises de souffler et d'arriver justement à être compétitifs le moment venu quand nous allons relancer notre économie. Oui, d'ailleurs, je me réfère à ce passage du discours du président de la République où, parlant effectivement des petites et moyennes entreprises, a appuyé les entreprises évoluant, plus particulièrement dans le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, le transport, vont bénéficier d'un différé de paiement d'impôts et de taxes jusqu'au 15 juillet 2020. Absolument. Mais ça leur permet justement de conserver cette TVA, cette trésorerie en interne et de pouvoir justement faire face aux charges d'approvisionnement, aux charges également de fonctionnement pour que l'entreprise puisse continuer justement à fonctionner. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Et surtout également rappeler que, vous savez, une entreprise, quand certains facteurs macroéconomiques sont améliorés, comme la fiscalité, comme le paiement des taxes, quand c'est allégé pour l'entreprise, naturellement, ça améliore la compétitivité de l'entreprise et ça améliore son bénéfice. Parce que vous savez, une entreprise, c'est très simple. Ses produits, moins charges égale résultat. Donc, quand les produits baissent, naturellement, il faut améliorer justement au niveau des charges pour avoir un équilibre et avoir des résultats qui sont améliorés. Maintenant, il faudra travailler peut-être sur, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire, peut-être que c'est le comité qui va régler ça, les critères de sélection. Parce que quelqu'un qui est dans la restauration, quelque part à Dakar, dans un quartier, peut dire, mais moi aussi je suis impacté, comment faire pour que le ministère, le gouvernement Je crois qu'il faut faire confiance aux professionnels qu'ils sont. Ils ont déjà d'ailleurs des organisations, par exemple, vous prenez la restauration, ils ont une organisation qui s'appelle AFOR, par exemple, avec notre ami Béranger Ngom. Vous prenez par exemple les hôteliers, vous avez Racensi qui travaille avec eux, donc ils ont une interprofessionnelle assez structurée. Et il y a aussi le patronat, la CNP, la CNES, la MEDES, donc toutes ces organisations-là, c'est également le moment. Et quand j'ai d'ailleurs rencontré le secteur privé justement pendant cette crise, je les ai demandé surtout de mobiliser leurs experts pour justement faire une évaluation exhaustive sur la base des bilans certifiés déposés au niveau du ministère de l'économie et des finances, mais surtout sur une base d'une évaluation objective qui permettra justement à ce que l'État puisse le faire. Mais ça, il faut faire confiance justement au talent sénégalais. Et vous savez, quand je parlais tout à l'heure à l'entame de mes propos de la mobilisation de toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais autour du chef de l'État pour faire face à ce virus, je pense également qu'au niveau des entreprises, la mobilisation sera la même. On mettra en avant des valeurs extrêmement importantes parce qu'il y va justement de la survie de l'entreprise sénégalaise, mais également de la survie tout court de l'économie nationale.
éviter que ça soit une affaire de patronat, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'insiste, il y a beaucoup de Sénégalais, de jeunes, de femmes, etc., qui s'activent dans ces domaines-là et qui ne sont peut-être pas dans ces organisations patronales. Oui, tout à fait. Mais vous savez, Omar, dans le cadre justement de Force Covid-19, il y a l'ADER également à qui un montant extrêmement important sera affecté. Et le chef d'État l'a annoncé, et l'ADER qui justement finance les jeunes et les femmes va aussi, dans les prochaines semaines, annoncer un programme spécifiquement adapté justement au Covid-19. Je crois qu'aucun Sénégalais, aucune Sénégalaise ne doit être laissé en bas de route. Et je crois que le discours du chef d'État qui dit que le gouvernement, l'État, n'abandonnera pas ses enfants, je crois extrêmement important, et tous les acteurs doivent le jouer. Et aussi, il faut aussi ajouter, Omar, parce que vous savez, l'entreprise, c'est le lieu de création de la richesse. Quand vous prenez aujourd'hui un secteur comme l'hôtellerie, c'est 104 000 Sénégalais qui y travaillent. Si la crise dure 3 mois et qu'aucune disposition n'était prise, c'est quasiment près de 30 à 50% de ces emplois qui seront perdus. Donc cela veut dire que l'impact de la décision justement des annonces des chefs de l'État est très important. 104 000 Sénégalais qui travaillent dans ce secteur, s'il n'est pas soutenu, c'est 50% des emplois qui sont perdus. Naturellement, c'est quelque chose d'important. Et vous savez, il ne faut pas que cette crise justement sanitaire soit suivie ensuite par une crise sociale. Et la crise sociale, c'est justement quand l'économie est débranchée, quand le secteur ne fonctionne plus. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment lancer un appel, en tout cas aux acteurs de mon secteur qui me concerne, c'est-à-dire le transport aérien, mais également le tourisme, pour que chacun fasse preuve de mobilisation et de savoir que le gouvernement est mobilisé. Il faut qu'également, à leur niveau aussi, qu'ils soient mobilisés pour que nous puissions gagner ce combat. Puisqu'on n'a pas d'autre alternative que de gagner. Parce que quand vous avez deux choix, vaincre ou périr, vous n'avez d'autre choix que de vaincre, naturellement. Et donc, ce virus, il faut naturellement le combattre. Et je pense que d'ici la fin du mois de mai, on aura fait des avancées. Et vraiment, encore une fois, saluer le travail exceptionnel qui est fait par notre corps médical, qui nous rassure et qui ne doit pas nous pousser justement aussi à baisser la garde. Il faut qu'on continue à être vigilant, à respecter les consignes pour que nous puissions ensemble avoir la victoire finale. OK. La résilience sociale des populations est également prise en compte dans le plan avec le soutien de la tranche sociale pour le paiement des factures d'eau et d'électricité, mais surtout l'achat de vivres au bénéfice d'1 million de ménages. Alors, ici, l'éligibilité est un défi. Vous êtes membre du gouvernement, vous êtes maire aussi. Est-ce que, par exemple, à Notto Diobass, vous savez ceux qui sont éligibles et ceux qui ne le sont pas? Parce que c'est un problème, ça aussi. Oui, d'abord, Omar, permettez-moi, avant d'abord de répondre à votre question importante, je crois qu'il faut rappeler que quand nous sommes dans une crise comme celle-ci, qui est mondiale, vous savez que le risque d'un déséquilibre du commerce international d'approvisionnement alimentaire est réel. Puisque tous les pays sont confinés, donc les pays qui ont l'habitude d'exporter de la production agricole peuvent être amenés justement à le conserver en attendant des lendemains meilleurs. Donc le risque d'avoir justement une insécurité alimentaire du fait d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, entre la demande et l'offre mondiale, il est réel. C'est pourquoi, quand le chef d'État affecte quasiment 69 milliards pour sécuriser l'approvisionnement en denrées de première nécessité au Sénégal, c'est extrêmement pertinent. Mais aussi, quand dans son discours, il rappelle l'impératif d'assurer une autosuffisance alimentaire sur certains produits essentiels, comme le riz. C'est pour anticiper à des événements comme celui-ci, malheureusement, qui est arrivé et qui peuvent arriver également dans le futur. Donc cela veut dire simplement que nous devons également faire le maximum d'efforts pour que les denrées essentielles à la consommation nationale soient sécurisées, soient produites localement. Donc ça donne donc la pertinence justement de cela. Alors, concernant le soutien aux familles les plus vulnérables, parce que quand vous confinez justement les familles, les déplacements étant limités, naturellement, s'ensuit le besoin pour les familles, notamment les consommateurs les plus vulnérables, de disposer du minimum pour pouvoir fonctionner. Je crois que nous avons déjà une expérience qui a bien fonctionné, c'est notamment les bourses familiales, et notre ministère en charge justement de l'équité, avec notre collègue Mansour Faye, qui a fait un travail remarquable justement dans l'allocation des bourses familiales, a déjà un dispositif avec le commandement territorial, avec les sous-préfets, avec les chefs de village, et ça s'est passé sans aucune contestation. Je pense que nous devons également faire confiance justement à notre appareil administratif, qui l'a fait dans de très bonnes conditions, et les 1 million justement de ménages qui seront ciblés, qui sont ciblés par les 109 milliards de denrées de première nécessité, naturellement vont l'obtenir dans des conditions de transparence totale et sur lesquelles il n'y aura aucune difficulté majeure. Le ministre, d'ailleurs, votre collègue Mansour Faye le disait, les communes seront prises en compte
seront impliqués dans effectivement ce parce que vous avez des comités locaux avec les sous-préfets, et vous avez également les maires qui ont les représentants, vous avez également les populations, les groupements de femmes, les groupements de jeunes, des ASC. Je pense que, vous savez, moi je parlais tout à l'heure du talent sénégalais. Vous savez, quand on est capable de faire face à ces défis, naturellement on sera capable de faire face également à ce défi de la distribution, puisque nous avons l'expérience, et je pense que chaque Sénégalais est conscient de l'importance de cette guerre, de la nécessité de la gagner, et naturellement de mettre en avant des valeurs premières qui nous permettent de gagner la victoire, d'avoir la victoire. Vous avez insisté en début d'entretien sur l'importance de la sensibilisation. Vous avez d'ailleurs initié une campagne nationale Vaincre Covid-19. Justement, ça va consister à quoi exactement? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Oui, je considère que ce combat n'est pas seulement le combat du gouvernement, n'est pas seulement le combat du ministère de la Santé. Ce combat contre le Covid-19, c'est un combat citoyen. Et j'ai considéré qu'il était important que chaque Sénégalais puisse prendre une initiative pour sensibiliser d'abord à son niveau, mais demander à toutes ses connaissances de sensibiliser également à son niveau. Rappeler les gestes barrières, rappeler les mécanismes de confinement, rappeler également la distanciation sociale, mais aussi apporter sa contribution et la solidarité qu'il faut également à nos compatriotes. Oui. Je voudrais vraiment ici remercier toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais qui se sont mobilisés autour de ça. Il y a un millier de personnes aujourd'hui qui y travaillent, mais surtout rappeler que cette initiative Vaincre Covid-19 a été faite également dans les réseaux sociaux, dans Internet, puisque la condition aujourd'hui de confinement ne permet pas d'aller autonome sur le terrain et mobiliser les gens. Donc, l'objectif qui est visé, c'est simplement amplifier le niveau de sensibilisation au niveau national. Et les experts de la santé publique, et je le rappelle encore une fois, ont insisté, vraiment insisté fortement, Omar, sur le fait que nous avons besoin justement de limiter les interactions entre des segments de la société contaminés et les segments non contaminés. C'est la seule façon de gagner le combat. Et donc chacun doit jouer ce rôle, et c'est modestement ma contribution à cela, et je pense que chaque Sénégalais peut le faire. C'est une campagne libre, assise sur le digital, qui permet justement à ce que chacun puisse d'abord faire la sensibilisation sur la prévention, mais aussi l'amplifier autour de lui, autour de ses amis, autour de ses connaissances, autour de ses relations, pour que nous puissions justement tous ensemble gagner ce combat. Et je rappelle, c'est un combat citoyen. Chaque Sénégalais a un rôle à jouer. Le jeune, la femme, l'ASC, le groupement de femmes, le chef de village, le journaliste, le ministre. Donc tout le monde, chacun a un rôle à jouer, et c'est le sens donc de cette initiative. Et elle porte ses fruits, visiblement. J'ai vu hier des jeunes qui étaient dans les 14 régions, qui étaient là quasiment en tenue basket pour justement distribuer des produits phytosanitaires qui ne sont pas chers, hein, puisque c'est de l'eau de javel, c'est du savon. Et justement, mais surtout donner le message de sensibilisation en respectant un certain nombre de consignes. Et je dois quand même rendre un hommage aux étudiants de Noto, parce que c'est eux qui m'ont inspiré cette idée. Puisque nous avons lancé justement cette campagne de sensibilisation au niveau local avec les chefs de village, le sous-préfet, les ICP, les infirmiers chefs de poste, l'ensemble des acteurs de la santé. À la fin de la réunion, ces étudiants spontanément sont venus me voir pour me dire, mais nous voulons faire la sensibilisation au niveau des quartiers, au niveau des villages. Et donc l'idée, elle est partie de là, et j'ai vu qu'elle fonctionne très très bien, surtout les jeunes qui en font vraiment un rôle très important. Et je voulais vraiment lancer un appel à tous les jeunes du Sénégal, qui sont ici comme dans la diaspora, de justement poursuivre ce travail de sensibilisation pour préserver notre pays justement de cette épidémie qui fait tant de dégâts à travers le monde. Ok. Le rôle des maires et autorités ministérielles est important. C'est le sens du combat que vous menez. C'est vrai, c'est parce que, évidemment, les populations vous attendent également à la base. Et elles ont des préoccupations aujourd'hui encore plus dans ce contexte de crise. Est-ce qu'aujourd'hui, je veux dire, dans son ensemble, la structure qui regroupe les maires du Sénégal, l'AMS, c'est vrai, lorsque les dirigeants de cette structure étaient reçus par le président de la République, il y avait un élan de solidarité et de contribution qui pouvait aller jusqu'à, au minimum, 1 million de francs CFA pour chaque commune. Jusqu'à quel niveau vous souhaitez contribuer à Noto? Pour moi, Omar, d'abord, la contribution, elle est celle qui est recommandée par les experts de la santé publique. C'est d'abord la mobilisation populaire contre le Covid-19. D'abord, ça c'est essentiel et ça me paraît crucial. Ensuite, la mobilisation locale. Par exemple, nous avons commandé, j'ai adressé une commande aux tailleurs de la commune de Noto, qui ont souhaité contribuer à l'effort pour faire des masques. Nous en avons commandé 2000 aux tailleurs de la localité. Donc je crois que chaque maire dans sa localité
peut également profiter de cette occasion-là pour renforcer l'artisanat, mais surtout impliquer ces jeunes. Donc ces jeunes tailleurs sont en train aujourd'hui de confectionner des milliers de masques que nous allons distribuer gratuitement justement à la population. Mais c'est aussi les DARA. Récemment, nous avons également réuni des DARA avec le sous-préfet pour également les appuyer. Mais la contribution financière, elle n'a pas de limite. Je pense que, comme on dit en Wolof, Balanganam Nefa. C'est-à-dire que si nous n'appuyons pas justement ce programme pour vaincre l'épidémie, naturellement, cet argent ne nous servira absolument à rien. Donc je crois que nous sommes à l'écoute justement de notre association des maires du Sénégal et toute proposition qui sera faite par l'association, naturellement la commune Noto, sera tout à fait prête pour contribuer et apporter sa contribution comme le gouvernement l'a fait, le chef d'État l'a fait, l'Assemblée nationale l'a fait et tous les Sénégalais également sont en train de le faire. C'est plus de 9 milliards que le secteur privé sénégalais a contribué aujourd'hui dans le Covid. Je pense que c'est un élément extrêmement satisfaisant. Et moi qui ne me surprends pas, j'ai dit à l'entame de mon propos que le Sénégal c'est un grand peuple, c'est un peuple qui a relevé des défis